Bonjour, bienvenue à Penser le présent, le rendez-vous hebdomadaire de la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris. Et merci à tous ceux qui ont permis cette rencontre sur Instagram Direct. Ce soir, nous recevons Pierre Charbonnier, qui est philosophe, chercheur au CNRS et à l'École des hautes études des sciences sociales, et enfin enseignant à Sciences Po. Son travail porte sur l'histoire des sciences sociales et des idées politiques, et notamment sur la façon dont elle véhicule une conception des rapports collectifs à la nature. Ce que nous allons voir, il est l'auteur de 2 livres, La fin d'un grand partage en 2015 et Abondance et liberté, qui est l'ouvrage paru aux éditions de la Découverte en 2020, dont nous allons traiter ce soir. Alors, aujourd'hui, de nombreux artistes œuvrent à partir des désastres écologiques liés entre autres au réchauffement climatique, mais surtout réfléchissent à de nouveaux rapports à la Terre et à l'environnement. C'est-à-dire qu'ils s'interrogent sur les rapports entre nature et société. De Piero Gilardi à la fin des années 60, avec notamment ses fameux tapis nature, à aujourd'hui Tiffaine Calmette et ses repas conçus à partir de plantes cueillies dans les friches des villes, ou Bianca Bondi et ses écosystèmes en perpétuelle mutation, en passant par Joseph Beuys et la plantation de 7000 chênes en 1982 à la documentation de Cassel, ou encore Thomas Saraceno et ses splendides architectures réalisées par des araignées comme on a pu le voir au Palais de Tokyo. Le corpus d'œuvres qui se préoccupe de son environnement est très important et fait sens évidemment aujourd'hui dans les écoles d'art. C'est dans cette perspective artistique que la programmation culturelle a souhaité inviter Pierre Charbonnier pour tenter une meilleure compréhension de l'histoire environnementale des idées et aussi pour essayer de sortir de l'impasse où nous pensons être lorsque nous pensons que liberté et abondance sont définitivement liées. C'est-à-dire lorsque nous estimons que notre liberté ne peut s'exercer que si nous avons accès à tous les services et marchandises, nous permettant ainsi de nous émanciper des aléas de la nature. Donc, après cette introduction, Pierre Charbonnier, je voudrais revenir sur un entretien remarquable qui a fait que je vous ai connu et que vous aviez réalisé avec Philippe Descola. Un essai qui a fait l'objet d'une publication chez Flammarion en 2014, un essai qui était très pédagogique et qui a permis à de nombreux lecteurs, peu familiers de ces disciplines comme l'anthropologie ou l'ethnologie, de mieux comprendre des concepts pointus comme l'animisme ou le naturalisme. Comment s'est construite cette expérience et qu'en avez-vous retenu? Alors, bon, comme souvent, ces expériences, c'est l'effet du hasard, hein. C'était une demande de l'éditeur, en l'occurrence, mais encore fallait-il que Philippe accepte. Et peut-être si le livre n'est pas complètement raté, au-delà du talent de Philippe pour vulgariser sa propre pensée, il y a le fait que moi, je ne suis pas ethnologue. Je pratique une autre discipline, et donc j'ai dû apprendre cette discipline. J'avais fait ma thèse sur l'histoire de l'anthropologie, en fait. Et je pense que je l'ai interrogé comme quelqu'un qui ne savait pas déjà. Je l'ai interrogé comme quelqu'un qui était en train de comprendre, d'essayer de comprendre comment ces disciplines, on la fabrique, à la fois empiriquement, hein, le voyage, l'expérience de l'altérité, et puis épistémologiquement aussi, quel type de savoir on fabrique quand on dit qu'on est anthropologue. Et donc voilà, c'est le fait peut-être pour lui d'avoir affaire à quelqu'un qui n'était pas de sa profession et qui cherche à comprendre comment ça se passe, qui a permis que ce dialogue soit manifestement assez fécond et effectivement qui ait cette capacité de vulgarisation. Et vous, qu'en avez-vous tiré? Ça, c'est la façon dont ça s'est fait, mais vous, par rapport à vos préoccupations, est-ce que ça vous a permis d'avancer dans le travail d'abondance et liberté, qui est votre HDR, je crois, hein? Oui, alors pas vraiment. En réalité, au moment où on a fait le livre, c'était en 2000, enfin, on a fait les entretiens en 2013. J'étais pas encore sur la piste de ce qui est devenu ce livre, Abondance et Liberté. Pour moi, c'était plutôt, en fait, en sens inverse, c'était plutôt une manière de boucler une première partie de ma réflexion et de ma carrière aussi sur l'histoire et l'épistémologie de cette discipline, de l'ethnologie. Donc déjà, je travaillais sur la question des rapports entre nature et société, bien sûr, hein, sinon je ne me serais pas autant intéressé à ce qu'a fait Descola et d'autres. Mais c'était plutôt la fin d'un dossier que le début du suivant, on pourrait dire, l'entretien avec Descola. Et vous avez toujours pratiqué une philosophie élargie. Nous, on parle, aux Beaux-Arts de Paris, on parle beaucoup de
de peinture élargie, de sculpture élargie, vous voyez, une peinture qui excède son domaine. Et vous, vous avez très rapidement pratiqué cette philosophie élargie qui vous permettait de vous connecter aux sciences sociales, à l'anthropologie, à l'ethnologie, etc. Oui, alors ça c'est absolument fondamental, c'est-à-dire que la philosophie, quand elle ne fait que se nourrir d'elle-même, c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Bon, malheureusement, ce type de philosophie est caricaturé en fait dans la philosophie qu'on enseigne aux classes de terminale. C'est-à-dire que c'est un commentaire sempiternel des auteurs dogmatiques sur des motifs complètement spéculatifs. Et ça, c'est catastrophique. C'est une discipline où on n'apprend rien. Enfin, on apprend, on pourrait quasiment même dire qu'on apprend à devenir ignorant. Alors que la philosophie n'a de sens que si elle se confronte à des savoirs qu'elle ne produit pas. Parce que nous, les philosophes, on ne produit aucun savoir, en fait. On aide les savoirs à être plus réflexifs sur ce qu'ils font et à y réfléchir sur les rapports qu'ils entretiennent avec les formes de pouvoir. Et donc, la philo, ça ne marche et en fait, ça n'existe que quand on la confronte, bah, soit à des sciences naturelles, soit à des sciences sociales, ou effectivement à des pratiques comme l'esthétique, les arts, évidemment. Donc oui, moi, j'ai toujours pratiqué la philosophie dans cette relation à quelque chose d'autre qu'elle-même. Donc c'était d'abord l'anthropologie, l'ethnologie, et puis maintenant c'est l'histoire, les sciences écologiques, l'économie politique, on va en parler un petit peu. Donc oui, oui, mais ça, en fait, si vous voulez, si vous lisez les soi-disant grands philosophes, hein, si vous lisez Descartes par exemple, vous voyez qu'en fait c'est quelqu'un qui passait sa vie à ouvrir des veaux pour savoir comment ça marchait à l'intérieur, à faire des maths et de la géométrie, à faire de la théologie. Puis en fait, la proportion de ce qu'il a écrit, qu'on peut vraiment appeler de la philosophie, c'est pas grand-chose, parce que c'est l'espèce de, c'est la fin d'une chaîne de savoir. Et si on l'autonomise, ça devient absurde en réalité. Bon, j'ai l'impression que c'est la même chose avec les beaux-arts. Donc, votre essai se nomme Abondance et liberté, je l'ai déjà montré, je le remontre pour ceux qui viennent d'arriver. Il est sous-titré Une histoire environnementale des idées politiques. Donc, moi, j'étais davantage habitué, je crois que beaucoup de lecteurs, à lire l'histoire des idées environnementales. Vous, vous inversez, pouvez-vous nous expliquer quelle différence vous faites entre l'histoire environnementale des idées politiques et l'histoire des idées environnementales? Alors, c'est assez simple en fait. Les formulations ont l'air un peu bizarroïdes, mais en réalité, l'idée est simple. C'est qu'en général, les gens qui s'intéressent aux questions écologiques, notamment en philosophie, la démarche plus ou moins spontanée qu'ils emploient, c'est d'aller chercher dans le passé le début d'une pensée environnementale, c'est-à-dire en fait le moment dans l'histoire des idées où on commence à s'intéresser aux vivants, aux animaux, à la terre autrement que sur un modèle instrumental, autrement que sur un modèle voilà, d'usage, d'exploitation. Voilà. Et donc, on écrit des histoires où on peut en écrire plusieurs. Est-ce que ça remonte au romantisme, c'est-à-dire à la critique du projet de modernisation technoscientifique? Est-ce que ça remonte aux premières conséquences des guerres mondiales, où on se dit en fait les sociétés techniques, elles sont pas bonnes, elles sont trop violentes, il faut faire autre chose? Ou est-ce qu'elles remontent plus tardivement, par exemple, à la réaction sociale suscitée par des grands accidents industriels, type Tchernobyl ou Seveso? Donc il y a plein de manières en fait de raconter l'histoire des idées environnementales. Mais le problème, c'est que il y a plein de problèmes. Le problème principal pour moi, en tout cas, c'est que intellectuellement, c'est pas très productif parce que ça oblige, quand on s'intéresse à des grands corpus théoriques, à avoir une attitude en fait de tribunal écologique, c'est-à-dire on va prendre la liste des grands auteurs, puis on va dire bah, lui, il est écolo-compatible. Par exemple, on va dire typiquement Rousseau, il est écolo-compatible, il dit des trucs sympas sur la nature. Et puis, je sais pas, bah, Descartes, typiquement, c'est le salaud, quoi. C'est celui qui a dit la nature, il faut la dominer, la maîtriser. Et du coup, bon, bah, il y a les bons et les mauvais. Moi, je pense que c'est pas très intéressant, bon, pour plein de raisons. Et surtout, je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'essayer de comprendre comment tel ou tel corpus théorique, en fait, euh, euh, contient toujours une idée, enfin, des idées sur la bonne façon de se rapporter à la Terre, hein, un bon usage de la Terre. Et on voit toujours ça transparaître, quel que soit le corpus théorique et quelle que soit en fait
les idées qu'on peut se faire au sujet de leur compatibilité avec l'idéal écologique ou pas. Donc moi, j'ai préféré travailler comme ça, c'est-à-dire essayer de chercher sur une temporalité assez longue euh, comment les questions matérielles, écologiques, les questions de subsistance, de territorialité imprégnaient des grands paradigmes de théorie politique, en fait, économique et politique, et donc de reconstituer cette histoire pour essayer d'appréhender à quel point la période contemporaine est une inflexion de cette grande histoire de l'imprégnation de la pensée politique par des considérations matérielles, au-delà du problème de savoir, ouais, dans mon livre, je parle de plein d'auteurs, d'Adam Smith, de Tocqueville, des sociologues, etc. Ma question n'est pas du tout de savoir s'ils sont écolos ou pas. Marx, par exemple, tout le monde écrit des bouquins en ce moment pour savoir si Marx était écolo ou pas. C'est vraiment une très mauvaise question, parce que c'est des considérations qui n'existaient pas à l'époque où écrivait Marx, à l'époque où pensait Marx. Donc il y a un anachronisme en fait aussi qui peut se poser. Donc c'est beaucoup plus intéressant et je pense beaucoup plus productif d'un point de vue analytique, mais aussi d'un point de vue politique, parce que ça permet d'identifier des ruptures dans l'histoire plutôt que des continuités. Votre sujet d'étude se situe entre le XVIIe et le XXIe siècle. Pourquoi n'être pas remonté plus loin et surtout, pourquoi choisir cette période et pas celle des premières révolutions industrielles qui aurait été donc celle du XVIIIe siècle? En ce moment, il y a un très beau documentaire en 4 parties, je le signale aux étudiants, sur Arte, hein, sur le monde ouvrier en Europe. Et donc, on voit bien que cette naissance du monde ouvrier débute au XVIIIe siècle. Donc, les questions d'abondance et d'exploitation de la nature sont posées véritablement à cette période, même si avant, c'est d'autres idéologies qui apparaissent. Pourquoi avoir situé donc à la naissance du monde moderne? Alors en fait, quand j'ai commencé à travailler à ce livre, comme toujours, sans savoir exactement où ça allait m'emmener, j'étais parti sur cette hypothèse-là, c'est-à-dire on va commencer à la révolution industrielle, parce qu'effectivement c'est une ligne de démarcation historique assez spectaculaire où on commence à introduire des énergies fossiles dans l'économie, dans la société. Et c'est vrai que c'est assez commode hein, pour identifier une discontinuité historique, donc on peut démarrer là. Le problème, c'est qu'assez vite, je me suis rendu compte que je n'arriverais pas à être, comment dire, à répondre à toutes les questions que je me posais si je montrais pas que, en fait, la révolution industrielle était déjà la transformation de quelque chose qui existait avant. C'est-à-dire, si j'écrivais pas un livre où il n'y avait pas une transformation, mais deux, au moins deux, voire trois. Mhm. C'est-à-dire, d'abord, la transformation du monde, en fait, essentiellement agraire, hein, où les bases matérielles de l'économie sont essentiellement celles de la terre, de la production de subsistance par l'agriculture. Donc, la transformation de ce monde-là dans le monde industriel. Enfin, bon, voilà. Et puis, après, une seconde transformation, celle qu'on est en train de vivre, hein, la transformation du monde industriel par le choc climatique et écologique global qui change toutes les coordonnées matérielles de notre existence à nouveau, comme ça avait Mhm. déjà été le cas au XXe siècle avec l'industrie. Et puis en plus, c'est important de redémarrer un petit peu avant, parce qu'on se rend compte aussi, par exemple, quand on lit John Locke ou les théoriciens du droit naturel, du droit international au XVIIe siècle, on se rend compte en fait que déjà à l'époque, avant même qu'il y ait les grandes machines, l'industrie, la production de masse, avant même cette époque-là, on commence déjà à avoir l'idée, enfin on commence déjà en fait à mettre en équation l'abondance et la liberté, c'est-à-dire à conceptualiser l'émancipation des humains comme une opération qui a besoin d'une mise à distance de la nature qu'on considère comme une contrainte, Mhm. comme une humiliation en fait de la dignité humaine. Et ça, c'est une idée, c'est intéressant, c'est une idée qui existe avant la révolution industrielle, largement avant, Mhm. euh, mais qui était en fait liée à un contexte matériel qui était terrien, essentiellement terrien, agronomique on peut dire. Et puis il y a un autre aspect de la trajectoire historique de la modernité qui est antérieure à l'industrialisation et qui est absolument fondamental pour comprendre l'impasse écologique, c'est la dimension impériale et coloniale, c'est-à-dire le moment où pour en fait étendre les bases matérielles de l'économie de l'Europe occidentale, ben, on va chercher des terres au-delà. On va chercher des terres au-delà, donc en Asie, en Afrique, en Amérique, de manière la plus spectaculaire. Et ça, c'est déjà important et c'est largement pré-industriel.
C'est là, par exemple, que dans les économies de plantation, on commence à mettre au point des systèmes d'organisation du travail, des systèmes d'homogénéisation des cultures qui sont plus tard réimportés, on pourrait dire, en Europe. Donc le laboratoire colonial des dispositifs d'exploitation de la nature est très important et il est pré-industriel. Et alors, quelles sont les grandes étapes? Alors, vous disiez le laboratoire colonial, le laboratoire de la manufacture, est-ce qu'il y a donc, de l'industrie, est-ce qu'il y a encore d'autres étapes qui apparaissent dans le livre et qui vous semblent essentielles dans cette histoire environnementale? On peut faire, y a plein de manières de faire des discontinuités plus ou moins fines. Moi, ce que j'ai essayé de faire dans le livre, c'est pour une fois, d'écrire l'histoire des idées politiques à partir de discontinuités écologiques. C'est-à-dire, je m'explique. En général, quand les gens écrivent de l'histoire des idées, de l'histoire des idées politiques, on utilise des discontinuités qui sont des discontinuités, on pourrait dire, strictement politiques. Exemple type, la Révolution française. Hein, une continuité dans un régime politique provoqué par une exacerbation de la conflictualité sociale, c'est-à-dire un truc qui, manifestement, ne concerne que la façon dont les humains se rapportent les uns aux autres, en fait. Hein. Ils décident de changer leur mode d'organisation. Puis après, on peut scander les différentes constitutions, différents régimes politiques, ou on peut scander en fonction de l'émergence d'un paradigme idéologique, le marxisme, la révolution d'octobre en 1917, des choses comme ça. C'est-à-dire, en général, quand on s'intéresse aux choses politiques, on a des marqueurs qu'on considère comme étant politiques. Et puis, il y a d'autres gens qui écrivent d'autres histoires qui écrivent des histoires écologiques vraiment, où il n'y a que, par exemple, des inventions techniques. Le métier à tisser, la machine à vapeur, des trucs comme ça. Et là, on fait une histoire écologique des sociétés modernes. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est faire vraiment une histoire des idées politiques, où on parle de libéralisme, de socialisme, d'économie politique, de démocratie, tout ça, d'émancipation, mais d'écrire l'histoire de ces phénomènes-là à partir de discontinuités géographiques, matérielles, écologiques. Donc il y a trois grandes périodes dans le livre, hein. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Il y a donc la période essentiellement où les bases économiques et sociales sont agraires, une période dominée par une société d'ordre aristocratique, parce que les aristocrates sont ceux qui possèdent la terre et qui possèdent en fait l'ascendant symbolique sur les autres, qui la travaillent sans la posséder. Puis une société essentiellement industrielle, où les bases essentiellement énergétiques en fait ont changé. Et c'est là qu'en fait, il y a un paradigme politique qui émerge avec l'industrie. C'est le socialisme. Il n'existait pas avant en réalité. C'est une question débattue, mais on peut dire qu'il n'existait pas auparavant. Et puis, une deuxième grande rupture historique, et donc un troisième bloc historique, dont nous sommes les témoins aujourd'hui, c'est-à-dire que va faire le changement climatique et l'érosion de la biodiversité à notre organisation intellectuelle et politique. Parce que c'est d'une magnitude au moins égale à la révolution industrielle, et il est raisonnable de penser que ça va provoquer un déplacement des schémas intellectuels qui permettent d'appréhender notre coexistence collective. Et donc, il faut commencer à se mettre au travail pour essayer de faire en sorte que nos instruments de pensée, qui sont aussi des instruments d'action politique, soient à la mesure de cette transformation écologique. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai essayé de travailler pour que mon livre, en fait, il parle à la fois à des gens qui ont l'habitude de lire, par exemple, je sais pas, les livres de Rosan Vallon ou des gens comme ça qui font de l'histoire des idées politiques. Et puis il y a des gens qui se préoccupent vraiment des questions écologiques, y compris des questions de subsistance, pour que ces différents types de considérations ou de préoccupations soient présentes dans le même livre, en fait. Vous mettez en avant une figure qui m'était totalement inconnue, c'est l'économiste autrichien Karl Polanyi. Quel est l'apport spécifique de la pensée de Karl Polanyi? Alors, Polanyi, c'est vrai que c'est un auteur que j'adore. C'est peut-être le principal maître à penser, en tout cas dans ce livre. Euh, la raison principale de ça, c'est qu'en fait, Polanyi, c'est le médiateur entre ce que j'avais fait auparavant, par exemple avec Descola, et ce que je fais maintenant, parce qu'en fait, Polanyi a été très lu par les anthropologues. Polanyi, après la Seconde Guerre mondiale, quand il a émigré aux États-Unis, enfin au Canada, a beaucoup travaillé en anthropologie économique. Et donc, c'est un auteur très célèbre chez les ethnologues.
mais c'est aussi quelqu'un qui, un petit peu avant, avait écrit bon, une histoire des sociétés capitalistes, en fait, jusqu'au moment où les sociétés capitalistes se tirent une balle dans le pied, et cette balle dans le pied, ça s'appelle la Seconde Guerre mondiale. Il a écrit ce qui est probablement un des plus grands livres écrits au XXe siècle en sciences sociales, hein, qui s'appelle La Grande Transformation, que je recommande vraiment à tout le monde. C'est un livre fantastique et raisonnablement facile d'accès. Je vois que quelqu'un pose la question. C'est La Grande Transformation. Et l'auteur, c'est Karl Polanyi, Polany. C'est un auteur qui est d'origine hongroise, qui a immigré d'abord en Autriche, puis en Angleterre, puis en Amérique du Nord, parce que toute sa biographie, en fait, est percutée par d'abord l'effondrement de l'Empire austro-hongrois, puis la Seconde Guerre mondiale, l'antisémitisme, et ensuite il part aux États-Unis où finalement il est à peu près tranquille, si ce n'est qu'il a la chasse aux communistes contre lui. Enfin, bref, il n'a jamais été tellement tranquille, le pauvre. Bon, pourquoi c'est si important, Polanyi, à part tout ça? Parce que Polanyi, en fait, la grande différence avec Marx, qui est quand même la référence principale de Polanyi, c'est que Polanyi n'a jamais pensé que le capitalisme pouvait exister tout seul. Une des grandes thèses de Polanyi, qui est vraiment une critique très, très radicale de Marx, c'est de dire jamais, jamais l'économie n'a réussi à organiser la société intégralement. Il y a ce grand projet des économistes anglais qui date de la fin du XVIIIe siècle. Les économistes anglais, donc Ricardo, Smith, Malthus, etc., nous disent, pour nous libérer, ce qu'il faut, c'est mettre un frein au pouvoir des rois, des princes, de l'aristocratie, et faire une société marchande, c'est-à-dire où la seule chose qui compte, c'est la rencontre entre un acheteur et un vendeur sur un marché libre, y compris à l'échelle globale. Et si on fait comme ça, on va réussir à mettre en ordre les passions collectives, on va limiter les guerres parce qu'on va commercer au lieu de se taper dessus. Et donc on va créer une société fluidifiée par l'échange marchand dont le seul critère de viabilité sera la performance économique. Marx dit ça, c'est vrai. Le problème, c'est que c'est injuste. Donc faisons une société économique juste. Bon. Polanyi dit, le projet non seulement n'est pas juste, mais en fait, c'est une contradiction dans les termes. C'est-à-dire, l'économie ne peut exister sans en fait une base sociale. Par exemple, des trucs très simples, il faut qu'il y ait des parents qui fassent des enfants, qui les éduquent. Ça, c'est pas de l'économie. On peut dire que c'est du don, en fait, hein. Il faut qu'il y ait un certain nombre de médiateurs symboliques entre nous, la langue, par exemple, ou certaines catégories esthétiques, certaines catégories morales. Et ces médiations symboliques entre nous, c'est pas le capitalisme qui les fait. Il faut aussi de la monnaie. La monnaie, c'est antérieur à la valorisation d'un capital, en fait. C'est l'instrument du capital. Et puis, il y a le travail aussi, qui n'est pas créé par le capital. Le travail, c'est la substance humaine, en fait. C'est vous, c'est moi, c'est ce qu'on sait faire. Ça, c'est du travail. Ça s'investit dans le capitalisme. Quand, par exemple, je me présente sur le marché de l'emploi pour qu'un propriétaire me donne du travail, mais d'abord, il faut que je sois un humain fonctionnel, en fait, pour travailler. Et puis, il y a une autre chose qui n'est pas, en fait, qui ne se résout pas dans la logique marchande, c'est la terre. Parce que la terre, on peut dire en langage marxiste, c'est une condition de la production capitaliste, mais elle n'est pas intégralement produite par l'économie elle-même. Et non seulement elle n'est pas intégralement produite par l'économie, mais en plus, ce qu'on sait tous aujourd'hui, si on la livre entièrement à la rationalité, disons, du profit, de la recherche de profit, eh bien, on détruit la terre. Enfin, on peut raffiner l'argument, mais en gros, c'est ça. Donc Polanyi nous dit qu'il y a un certain nombre de conditions à la fois sociologiques, enfin anthropologiques, sociologiques et matérielles à l'existence de quelque chose comme le capitalisme. Et ces conditions-là font que le capitalisme, quand il prétend être en fait seul maître à bord, eh bien il devient une utopie irréalisable et une utopie extrêmement dangereuse parce qu'il fait du mal à la terre, au travail et à toutes ces médiations symboliques qui relèvent du don dont on a besoin pour vivre ensemble, pour faire une société en fait. Donc Polanyi il est intéressant parce qu'il permet de comprendre qu'il y a toutes sortes de contradictions internes aux sociétés marchandes
et notamment une qui est liée à nos dépendances écologiques. Et à l'époque où écrit Polanyi, cette contradiction écologique du capitalisme n'est pas encore très Présente. visible, voilà. Mais lui, il l'a vu, et il l'a pas vu comme nous. Il l'a pas vu sous la forme surexploitation, donc crise écologique. Il l'a vu sous une forme qui est un peu différente, mais qui est tout à fait importante pour nous aussi. Je vous l'explique en deux mots. C'est quand on prétend réduire les rapports sociaux à la Terre à des rapports marchands, alors le risque qu'on prend, c'est qu'apparaisse un groupe social qui, qui intervient en disant non, 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 la Terre, c'est pas qu'une marchandise, c'est un socle mémoriel et identitaire, par exemple la nation, voire l'endroit où les gens d'une même race vivent. Et ça, c'est la jeunesse du fascisme. Polanyi, si on laisse tomber, en fait, la signification politique pleine des rapports à la Terre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une signification réductible à des rapports marchands, alors là, vous vous exposez à ce qu'apparaisse un discours, en fait, localiste, identitaire, réactionnaire, et en réalité, il va jusqu'à dire fasciste. Et donc, c'est ça aussi qui est en jeu dans la question écologique, c'est comment on se rapporte politiquement à la Terre sur un mode qui n'est pas strictement marchand, mais sur un mode qui n'est pas non plus strictement, disons, identitaire, réactionnaire. Et ça, c'est une question qu'a vu Polanyi, et je suppose qu'en m'entendant dire ça, vous voyez un peu ce que j'ai en tête, que ce risque-là, aujourd'hui, existe aussi, bien évidemment. Justement, vous dites qu'à la manière du socialisme qui a su réagir au choc de l'industrialisation, l'impératif écologique peut redéployer l'impératif de protection de la société dans une nouvelle direction. Alors, quelle pourrait être cette nouvelle direction et comment peut-on penser aujourd'hui le couple abondance et liberté? Alors bon, bah ça, c'est vrai que c'est la question sur laquelle s'arrête le livre, hein. Alors c'est compliqué parce que moi, je propose un outil d'analyse de l'histoire des idées. Je propose un cheminement historique pour essayer justement, comme je vous l'expliquais au tout début de notre discussion, essayer de comprendre comment les idées politiques sont imprégnées de considérations matérielles. Et mon livre n'est pas un livre très dogmatique, si on peut dire. C'est pas un livre qu'on peut dire qui contient un programme politique entièrement constitué. Pour vous répondre quand même. Oui, vous avez bien quelques idées quand même. Surtout en Bah, ce moment de confinement et de véritables drames qui est quand même lié à cette... pas tellement propice à la réflexion pour moi le confinement, Bon. mais bon. Euh, non, parce que la philo, c'est comme tous les autres métiers, on a besoin d'outils, et quand on n'a pas nos outils, on est un peu perdu. Mais bon. Disons, une des opérations théoriques que j'essaie de faire dans ce livre, c'est, on peut la dire en deux temps. Elle consiste à dire aux socialistes, au sens large, hein, je ne parle pas du Parti socialiste, je veux dire aux héritiers de l'idée selon laquelle il y a une conflictualité sociale liée au rapport entre le capital et le travail. Disons ça assez simplement. À eux, je leur dis, il y a quelque chose que vous avez oublié dans l'histoire de la trajectoire moderne, c'est le coût écologique du développement matériel, c'est-à-dire le fait que la grande difficulté de cette conflictualité sociale-là et de sa résolution, c'est que très, très souvent, pour atténuer les divergences de classe, divergences d'intérêt entre les différentes classes sociales, il y a un truc qui marche très bien, c'est l'accroissement des bases matérielles de l'économie, autrement dit, la production. Par exemple, après la Seconde Guerre mondiale, quand on voit que le Parti communiste est aux portes du pouvoir, que le pays est en ruine, qu'il faut relancer la machine, et puis que le bon soldat français, il faut quand même lui donner des compensations, eh ben on fait des grands plans industriels, des grands plans productifs, qui ont été socialement extrêmement vertueux. Ça a été le moment de l'histoire occidentale le plus inclusif, en réalité, socialement. C'est 30 glorieuses, quoi. Mais bon, c'est aussi un moment où, alors, en France pas tellement parce qu'on n'a pas de pétrole, mais il y a le nucléaire, c'est pas beaucoup mieux. C'est aussi le moment où on inonde la société de ressources fossiles. Et aujourd'hui, on est coincé dans l'inertie de ces infrastructures fossiles, c'est-à-dire non seulement on n'a plus tellement
les perspectives d'émancipation et de réduction des inégalités qui avaient été possibles à l'époque, mais en plus, on se retrouve avec le boulet de la crise climatique. Donc, aux socialistes, je dis ça. Aux socialistes, je dis le problème des inégalités, donc, ou en le radicalisant, si vous voulez, de la lutte des classes, il est important. Mais si on ne rajoute pas la composante des conditions matérielles, des conditions de possibilité écologiques en fait de l'existence commune, on est foutu parce que à chaque fois qu'il y a des inégalités sociales, on va être tenté de les résoudre en accélérant la machine productive. Et là, on est foutu, on est coincé. Et puis aux écolos, donc de l'autre côté maintenant, aux écolos, là encore, pas juste Europe Écologie, mais les gens qui ont une sensibilité idéologique écolo, je leur dis attention, vous aussi vous êtes coincés parce qu'une bonne partie de votre discours politique consiste à disqualifier, sans jamais trop vouloir l'admettre, mais consiste à disqualifier les luttes sociales des classes, disons, subalternes, des classes défavorisées, parce qu'en disant il faut consommer autrement, en disant il faut, par exemple, faire un effort de culture scientifique sur le climat ou le nucléaire, en fait, vous coincez dans un discours politique d'élite, c'est-à-dire, bah, faut quand même avoir un bon budget hein, pour faire son changement d'habitude. Et puis, il y a une condition d'accès on peut dire, à l'information écologique, au savoir, qui est l'école, qui est surtout les études supérieures. Chez les écolos, la proportion de gens ayant fait des études supérieures est gigantesque. Donc, il faut aussi avoir l'honnêteté de dire aux écolos qu'ils se sont beaucoup trop déconnectés des luttes sociales et il faut arriver en fait, à incorporer le facteur écologique dans une réflexion sur la conflictualité sociale. Donc, en gros, je résume, je dis aux socialistes, vous n'êtes pas assez écolo, je dis aux écolos, vous n'êtes pas assez socialistes. Donc, je les oblige, en quelque sorte, chacun de ces deux grands pôles idéologiques progressistes, hein, à, en fait, à reconsidérer leur histoire, à reconsidérer la relation qu'ils entretiennent avec on peut dire les tensions sociales. Voilà, donc si mon livre a un débouché vraiment dans le débat politique, c'est celui-ci. Et d'ailleurs, je dois dire que, je ne sais pas si ça a marché, mais en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé. Pas mal de représentants politiques, du côté de l'écologie politique et du côté, disons, des forces sociales, syndicales, etc., se sont emparés de mon argument. Et chacun, donc les écolos disent aux socialistes, ah, vous voyez, Charbonnier nous dit, on a raison, parce que le vrai socialisme, en fait, c'est l'écologie. Et puis les socialistes, ils disent, ah, vous voyez, Charbonnier, il a raison, la vraie écologie, en fait, c'est l'héritière du socialisme. Alors qu'en réalité, les deux ont tort, parce que il faut trouver quelque chose d'autre qui permette de tenir les deux piliers de la passerelle. Mais ils ont tort, mais au moins, ils ont fait le début du cheminement dans la réforme d'eux-mêmes, quoi. Enfin, j'espère. Et comment il y a une chose qui m'intrigue, qui est très pragmatique, hein, c'est dans ce livre quand je l'ai lu, donc c'était Abondance et liberté, et je me disais de façon très simple, certains pays ont complètement décorrélé abondance et liberté. Par exemple, la Chine a décorrélé, c'est-à-dire que les gens renonçaient à leur liberté pour l'abondance. Est-ce que c'est un paradigme que vous prenez en compte? Comment vous analysez ce moment de l'histoire extrêmement particulier où on est prêt à renoncer à admettre la reconnaissance faciale. Enfin, là, ces questions vont se poser aussi chez nous. Est-ce que c'est moi qui passe du coq à l'âne ou est-ce que les choses sont corrélées d'après vous? Alors, non, vous passez pas totalement du coq à l'âne, en tout cas sur l'exemple de la Chine. Euh, euh, alors, c'est une question importante. Enfin, vous avez entièrement raison de dire que la façon dont l'idéal d'émancipation politique s'est trouvé, en fait, capturé par les dispositifs matériels de conquête de l'abondance est propre à un contexte historique particulier. C'est celui, en fait, de l'Europe occidentale et de l'Amérique du Nord depuis, voilà, 17e, 18e siècle jusqu'à aujourd'hui. C'est pas le monde, c'est pas universel du tout. Mhm. Euh, Par exemple, j'en parlais récemment avec un historien indien de l'université de Chicago. Il me dit, par exemple, dans la pensée de Gandhi, donc dès les années 20-30,
la construction en fait, en fait, de l'idéal démocratique indien, et il est exactement inverse. Gandhi, il dit la condition d'accès à l'autonomie politique pour nous les Indiens, donc sous-entendu contre l'occupant colonial britannique, c'est en fait une conquête de l'autonomie sans passer par ce qui lui apparaissait comme un rêve complètement fou et impossible en fait, de délégation à la machine de tout ce qui ne nous plaît pas, quoi, en gros. Hein. Mhm. Donc il y a des traditions comme ça, en fait, qui pensent non seulement en fait, l'autonomie politique sans l'abondance, mais même contre l'abondance. Mhm. Et puis, il y a l'autre cas, effectivement, auquel vous faites référence, c'est quand on a une marche forcée vers l'abondance qui n'engendre pas de démocratisation de la société. Alors, moi, je ne suis pas du tout sinologue. Par exemple, alors, c'est vrai, on pourrait faire, enfin, transposer au moins les questions que je me pose à d'autres contextes géographiques et culturels. Mais pour faire ça, ce serait un travail énorme. Il faudrait d'abord parler et lire le chinois pour faire toute l'histoire de la pensée, enfin, toute une partie de l'histoire de la pensée politique chinoise et comment ils ont appréhendé, en fait, l'industrialisation comme une opportunité ou pas pour faire évoluer leur cadre politique. Le constat que vous faites, qui est en fait en Chine, on a l'abondance sans la liberté. Peut-être que c'est vrai à grands traits, encore faudrait-il le prouver, mais peut-être que c'est vrai. Récemment, un étudiant chinois m'a dit en plaisantant, c'est bien l'histoire que vous racontez, on arrive à convertir en fait la croissance économique en émancipation politique, mais nous en Chine, quand on nous donne une voiture, au lieu de dire on est content, on a une voiture, maintenant on veut la démocratie, en fait les Chinois ils disent on a une voiture, on est content, maintenant on en veut une deuxième. Donc c'était une plaisanterie pour me dire qu'effectivement, il n'est pas du tout acquis, primo, que la croissance économique se convertit si facilement que ça en démocratie, et deuxio, que ce soit vraiment ce que veulent les gens à chaque fois qu'ils commencent à avoir de la croissance. Donc ça dépend énormément de schémas politiques, institutionnels, sociaux, culturels. Et sur le cas de la Chine, je ne les maîtrise pas du tout. Moi, je suis quelqu'un qui, par formation, est en fait un spécialiste des sociétés, du projet moderne, disons, hein, les héritières des Lumières, etc. Donc, je travaille là-dessus parce que voilà, j'ai les instruments cognitifs et scientifiques pour le faire. Mais ce serait absolument passionnant de faire des histoires similaires pour la Chine, pour l'Inde, pour l'Afrique subsaharienne, par exemple, depuis la période de la décolonisation. Ce serait très, très, très intéressant. Donc, vous avez raison, il y a plein de manières de faire. Et effectivement aussi, si on essaie de réfléchir vers l'avenir cette fois, que va devenir en fait l'idéal, enfin, on peut se poser deux questions, que va devenir l'idéal démocratique une fois qu'auront changé les bases matérielles, de manière volontaire ou de manière subie? Pour l'instant, on subit plutôt. Et réciproquement, comment en réactivant comment en réactivant en fait, l'exigence d'autonomie politique, on va réussir à faire muter les infrastructures matérielles dont on est tributaire. Je vois quelqu'un pose la question, le nom de l'historien indien, vous ne l'avez pas entendu, c'est normal, je ne l'ai pas dit. C'est un historien qui s'appelle Dipesh Chakrabarty, Krabarty. C'est un immense historien, en fait, c'est le fondateur de l'école des études postcoloniales et qui a plus récemment écrit sur la crise climatique. Donc c'est quelqu'un qui est passionnant à lire. Et Pierre, une des dernières questions, c'est comment est-ce qu'on pourrait construire un nouveau sujet politique? Est-ce que l'expérience des ZAD, comme celle de Notre-Dame-des-Landes, par exemple, est pour vous une référence, un sujet d'étude? Est-ce que là, il y a quelque chose entre abondance et liberté qui peut se jouer, qui se travaille? Ah oui, tout à fait, c'est très intéressant et c'est très important. Alors, les ZAD, il faut avoir une acception large pour que ce soit intéressant. C'est pas juste Notre-Dame-des-Landes. Parce qu'en France, quand on parle des ZAD, on parle toujours de Notre-Dame-des-Landes, parce qu'il y a un côté un peu cocardier, c'est près de chez nous que ça se passe. Des expériences collectives similaires, il y en a des dizaines et des dizaines dans le monde, notamment dans les pays comme on disait avant, du Sud, hein, comme on disait encore avant, dans les pays en voie de développement.
Il y en a beaucoup comme ça, des expériences en fait de réinvention du collectif à partir en fait du commun, c'est-à-dire d'une critique de la. Merci à la personne qui a orthographié correctement le nom de l'historien indien. Euh, donc il y a beaucoup d'expériences de ce type-là qui sont très importantes. Elles sont susceptibles de faire évoluer un certain nombre de cadres juridiques dans l'usage de la terre, etc. Donc c'est important. Par contre, je serais, disons, prudent sur le caractère, comment on peut dire, universalisable de ces stratégies-là. Par exemple, dans une ZAD, vous n'avez pas la main sur, par exemple, dans les ZAD, il n'est pas question de restructurer les hôpitaux, par exemple, ou le système scolaire, ou le système un système de chômage. Enfin, en fait, il y a une architecture sociale aussi de plus grande ampleur dont il faut se préoccuper, qu'il faut protéger, relancer, reconstruire. Et ça, c'est pas au niveau des ZAD que ça va se faire. Mhm. Donc, par exemple, en parallèle de ça, aujourd'hui, il y a un très grand débat autour de ce que les Américains ont commencé à appeler le Green New Deal. Green New Deal, ça veut dire en fait reconstituer l'opération qu'avait fait Roosevelt dans les années 30 et d'une certaine manière l'opération qu'avaient fait les grands planificateurs de la France après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire un État interventionniste dans l'économie pour en fait mettre en place des infrastructures de logement, de transport, de sécurité, de soins, d'éducation, mais pour le faire cette fois sans la grande accélération matérielle qui avait été nécessaire à l'époque pour le faire, c'est-à-dire sans que la protection sociale n'ait pour contrepartie le désastre écologique. Ça, c'est le Green New Deal. Et ça, vous voyez, c'est des choses qui se gèrent plutôt au niveau de l'État, voire au niveau de fédération d'États. Par exemple, il y a une partie des eurodéputés qui se battent pour que ce soit mis en place au niveau de l'Europe. Donc, vous voyez, cette écologie-là, c'est pas la même que celle des Mhm. zadistes. À certains égards même, parfois ils se détestent parce que, par exemple, les zadistes reprochent aux Green New Dealers de vouloir faire du nucléaire parce que le nucléaire, ça permet de faire de l'énergie bas carbone. Ils reprochent aux Green New Dealers d'être un petit peu trop compromis avec la grande industrie de l'énergie, avec avec les grands projets technologiques, faire du train, faire des trucs comme ça. Et pas, alors que les zadistes, eux, sont plutôt on peut dire, dans une tonalité idéologique, parfois un petit peu plus anti-moderniste, c'est-à-dire ce qu'il faut réussir à faire, c'est bloquer le passage à toute forme de relation instrumentale, trop technologique avec la nature. Vous voyez, ils n'ont pas les mêmes sensibilités, ils n'ont pas les mêmes sensibilités politiques, idéologiques, mais pourtant, l'un sans l'autre, ils sont beaucoup trop faibles. Et puis, il Mhm. y a il y en a d'autres encore. Par exemple, il y a un troisième grand socle, un troisième en fait collectif politique qui est écologiquement important, mais dont on parle peu parce que il suscite pas beaucoup, il fait pas trop rêver. On peut dire la grande technocratie. En fait, les gens qui travaillent dans des banques, dans des grandes entreprises, qui travaillent à Bruxelles, enfin les eurodéputés. Par exemple, quelqu'un qui, au conseil d'administration d'une banque ou de Total ou de quelque chose, réussit à faire basculer un plan d'investissement, je sais pas, de 20 milliards de dollars, à le faire basculer de la prospection de gaz en Sibérie, disons, vers un plan d'investissement dans du photovoltaïque ou dans, je sais pas, des choses comme ça. En fait, cette personne-là, qui probablement gagne très bien sa vie, qui porte cravate et qui ressemble absolument pas à un écolo, il est à lui seul 100 fois Mhm. plus puissant que tous les zadistes du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. Je le dis de manière volontairement un petit peu provocatrice parce que euh, c'est pas comme ça qu'on a l'habitude de considérer les choses, mais il y a aujourd'hui, les enjeux écologiques se situent à un tel niveau de décision. Ce sont des enjeux qui mobilisent des quantités de capital gigantesques, des rapports de force politiques gigantesques, que, en fait, il faut aussi pouvoir compter sur une technocratie verte, parce que ça dépend des objectifs. C'est-à-dire, si on veut renégocier un rapport à la nature plus esthétique, plus poétique, moins instrumental, c'est les zadistes qui s'en occupent. Mais par contre, si on veut décarboner l'économie en 10 ans, on peut, enfin,
avec toute l'amitié que j'ai pour les zadistes, c'est vraiment pas sur eux qu'on peut compter. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Oui, je vois. Différentes qualités de l'action, différents leviers d'action, différents groupes politiques. Et moi, mon rêve, en quelque sorte, c'est que les zadistes, les Green New Dealers et les banquiers verts, ou les diplomates verts, ou les gens qui sont dans des cabinets ministériels avec des préoccupations écologiques, c'est que ces trois groupes-là apprennent à se connaître et identifient leur convergence d'intérêts plutôt que leur divergence, disons, vestimentaire, par exemple, ou stylistique. Euh, 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 parce que je pense que le mouvement pour l'émancipation n'a jamais gagné quand il était désuni. Et au contraire, il a toujours gagné quand il rassemblait des gens qui, par ailleurs, pouvaient sembler être rivaux, voire ennemis. Et c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui. Alors, ce que je vous dis, c'est très politique, c'est pas tellement. On fait plus de la philo, là. Mais c'est très important qu'on arrive en fait, à constituer ce large front et qu'on arrive à identifier de ces convergences d'intérêts. Pierre, merci. On va terminer maintenant. On a fait 45 minutes, ce qu'on avait prévu. Et donc, je recommande votre livre. C'est un livre dense, mais le moment le permet. Et puis, il y a toujours, voilà, vous pourrez revoir cet entretien puisqu'il sera repris sur Facebook certainement dès demain. Nous le mettrons en ligne et vous D'accord. pourrez réécouter Pierre et ses explications qui sont parfois complexes parce que c'est un champ lexical qui ne nous est pas si familier, nous, pour les gens de l'art. On travaille souvent avec d'autres mots, mais les Beaux-Arts de Paris cherchent avec la lettre de diagonale, qui sont des diagonales faux, diagonale sociologie, diagonale économie, à faire entrer d'autres champs dans les préoccupations artistiques. Donc merci Pierre, bonne soirée à vous et merci à tous ceux qui nous ont